La Libre Pensée de Paris a décidé d'axer son activité d'éducation populaire au cours du premier semestre 2025 sur le colonialisme. Le colonialisme, donc c'est un sujet qui a pris un tournant particulièrement violent au cours de la dernière période, dans sa dimension internationale et même mondiale. Si on pense au problème palestinien, qui est un problème qui est issu d'un projet colonial des puissances impérialistes qui est mené maintenant depuis 3/4 de siècle. Et puis dans une dimension française aussi, avec les événements qui sont survenus en Kanaki, aux Antilles, à Mayotte. Donc le prochain bulletin de notre fédération sera en particulier axé sur la question du colonialisme, avec un éditorial et plusieurs articles consacrés à ce sujet. Et puis donc on a organisé un cycle de 3 conférences au cours du premier semestre, et dont la première est celle-ci qui est consacrée à l'Algérie. L'Algérie, c'est un territoire qui a une importance très marquée dans l'histoire française depuis maintenant près de 2 siècles. Cet épisode colonial s'est terminé par une guerre de répression particulièrement sanglante et par le rapatriement de près d'1 million de personnes. C'était une colonisation de peuplement. Et puis, c'est un épisode qui a encore des répercussions très profondes dans notre pays. Un des stigmates les plus importants, c'est notre constitution actuelle, celle de la Ve République, qui est issue d'un putsch manqué, de certains manqués, disons avortés, mais qui s'est conclu par un accord entre le général de Gaulle et les principaux instigateurs de ce putsch, qui était mené par le corps expéditionnaire qui avait été envoyé en Algérie. Si on regarde ce qui se passe aujourd'hui, on voit à la faveur de ce qui se produit actuellement, les tensions entre le gouvernement français et l'Algérie, qu'il y a encore une partie de la classe politique française, une partie importante de la classe politique française, qui a un réflexe de puissance coloniale très affirmé. Et donc on voit bien qu'il s'agit là d'une histoire qui n'est pas finie, qui n'appartient pas au passé. Si je prends quelques déclarations d'Emmanuel Macron, il a déclaré en 2017 que lors d'un déplacement en Algérie, alors qu'il était candidat à la présidentielle, pas encore président, il a déclaré que la colonisation était un crime contre l'humanité. 5 ans après, alors qu'il était président, en 2022, il a déclaré que l'histoire entre la France et l'Algérie était une histoire d'amour avec des épisodes tragiques. Difficile de faire plus confus, plus contradictoire, plus pervers en fait. Et donc, nous, à la Libre Pensée, notre objectif, c'est évidemment plutôt de clarifier, de stimuler la réflexion collective pour que chacun avance dans sa compréhension des événements. Et donc, pour ce faire, nous avons invité aujourd'hui Dominique Housseau, vice-président de la Libre Pensée, pour nous faire un exposé sur le colonialisme français en Algérie. Et nous espérons que ça stimulera la réflexion individuelle de chacun d'entre nous. Il faut tourner le truc. Alors d'abord, merci d'être venu. Donc je vous proposerai ce soir, d'une part, de revenir sur l'histoire de la colonisation française en Algérie. Dans un deuxième temps, d'évoquer, alors quitte à faire quelques redites, vous m'en excuserez, 2 figures importantes de la résistance algérienne, on va appeler ça comme ça. D'une part Abdelkader, d'autre part Messali Hadj. Et dans un troisième temps, évoquer des questions un peu plus actuelles ayant trait notamment à
l'histoire de l'Algérie depuis 1962, mais on sera assez bref, et sur les questions mémorielles qui ont occupé notamment Benjamin Stora il n'y a pas si longtemps. Alors sur le premier point, on fait toujours commencer la conquête de l'Algérie en 1830, c'est tout à fait exact, mais le projet est bien antérieur. Bonaparte, vous le savez, a occupé l'Égypte de 1798 à 1801, et lorsque il est devenu premier empereur des Français, il a soutenu un projet dit de plan Boutin, consistant à installer sur la rive sud de la Méditerranée une implantation française, à la demande notamment des armateurs de Marseille qui voulaient contrôler le commerce en Méditerranée pour réduire l'influence des Anglais, notamment. Donc en 1830, Charles X, peu de temps avant de devoir quitter un peu brutalement la scène politique, met en œuvre le plan Boutin de 1808 et il installe une tête de pont à Sidi Ferruc le 14 juin 1830. Alors, quel prétexte a saisi Charles X pour engager cette opération? Il est très simple. La régence d'Alger, qui était sous domination, mais assez légère, de l'Empire ottoman, a réclamé à la France le remboursement de prêts en nature qu'elle avait consentis à la demande de la Convention sous forme de livraison de grains. Et Charles X a dit il n'est pas question de payer notre dette. Et donc il a choisi d'intervenir militairement. Alors là, c'est le point de départ de cette colonisation qui a été difficile et brutale, nous allons le voir, qui a tenté de reposer sur une politique assimilationniste qui a échoué, parce qu'il y a eu dès le début une résistance algérienne tout à fait importante, et qui s'est achevée par la guerre d'indépendance de l'Algérie, que nous verrons à la fin pour ce qui concerne cette première partie. Alors une colonisation difficile et brutale. Au début, la France ne sait pas trop ce qu'elle veut faire en réalité. Est-ce qu'elle veut faire une colonie de peuplement? Est-ce qu'elle veut simplement occuper une bande côtière de manière temporaire ou définitive? Toutes ces questions étaient assez mal cernées dans les premières années, et il a fallu mener un débat pour savoir ce qu'on allait faire. Donc il y a eu une commission d'enquête en 1833 et un vote du Parlement de l'époque, c'était donc une monarchie constitutionnelle, qui consiste à miser sur une colonisation partielle de la bande côtière. Et donc les traités d'Emichel et de Tafna entre la France et Abdelkader, qui est le premier résistant dès l'origine en Algérie contre la colonisation française, finalement sanctionne cette solution qui est temporaire. Mais Abdelkader, lui, qui occupe les 2/3 de l'Algérie, mais pas la bande côtière qui est quand même la plus riche, au moins pour l'époque, lui ne renonce pas à la résistance face à l'occupant français et reprend l'offensive contre la France en 1839. Si bien que Paris envoie un corps expéditionnaire quand même tout à fait conséquent, de 100 000 hommes, sous les ordres du général Bugeaud,
Et ce corps expéditionnaire commettra des crimes de guerre, ce qu'on appellerait aujourd'hui des crimes de guerre. À l'époque, la qualification n'existait pas, mais ce qu'on appellerait comme ça, au moins à 2 reprises. D'une part, des unités du corps expéditionnaire français ont procédé à des enfumages de populations civiles dans des grottes qui ont fait de nombreux morts. Cela à 2 reprises, en 1844 et 1845, et puis sous les ordres du colonel Pélissier. Et le même Pélissier, quelques années plus tard, sous le Second Empire, et j'y reviendrai dans les aspects mémoriels que nous verrons à la fin, a rasé une petite ville qui s'appelle Lagoat, et il a exterminé la population. En 1852, il n'a pas fait de détails. Après, au fond, il y a une sorte de fuite en avant qui s'est opérée, et le choix a été très simple. Il s'agit de coloniser totalement l'Algérie, et ça s'opère de manière programmée à partir de la défaite d'Abdelkader en 1847, et donc de manière tout à fait programmée, la France va conquérir d'abord le sud, puis le Sahara. Donc la conquête du Sahara va durer jusqu'en 1917. Des crédits sont votés pour mener cette expédition et cette colonisation de peuplement, parce qu'on installe une population métropolitaine nombreuse en Algérie. On installe une administration coloniale qui durera jusqu'en 1914, et on appelle ça les bureaux arabes. Et on essaie d'instaurer un système, une politique assimilationniste. Il s'agit de donner la nationalité française à une frange très étroite de la population arabe, moyennant pour cette population l'abandon du statut personnel coranique. Et en réalité, alors donc il y a deux textes sous le Second Empire, en 1863 et en 1865, qui opèrent cette réforme qui échoue, parce que je crois qu'il y aura moins de 2400 Arabes qui seront naturalisés. Donc c'est quand même un canon de 155 pour un résultat tout à fait modeste. Et puis parallèlement, il y a une spoliation organisée des possessions foncières des populations autochtones. Et je crois en 1914, les colons auront accaparé 5 millions d'hectares en Algérie. Alors quand les pieds noirs après diront nous, tout le travail qu'on a fait, ils ont surtout exploité la terre qu'ils ont volée à d'autres. Donc 5 millions d'hectares, c'est tout à fait considérable. Alors cette question de la nationalité, elle va prendre un tour un peu délicat en 1870, parce que le gouvernement français décide de naturaliser la population juive d'Algérie en bloc, 30 000 personnes, alors même que la population arabe ou berbère, elle, n'a pas accès à la nationalité, et ça va créer des difficultés, évidemment, des ressentiments tout à fait importants. Dernier point, parce que sur le plan de l'administration, c'est la mise en place en 1880 d'un code de l'indigénat
qui supprime la justice des cadis, la justice coranique, donc qui ne tient pas compte du mode de vie des populations locales, et qui essaie par là aussi de valoriser l'idée d'une nationalité un peu diminuée des Français musulmans, toujours la même politique assimilationniste qui ne va pas prospérer réellement. Dernier point qui nous intéresse, nous, à la libre pensée, et ça aura un écho d'ailleurs parmi les résistants algériens, c'est que la France refuse d'étendre à l'Algérie la loi de séparation des églises et de l'État, qui aurait permis à la religion musulmane de s'organiser librement comme elle aurait voulu. Non, ce que veut la France, c'est un système de contrôle du culte musulman. Alors, où en est-on en 1914? Donc, il y a 4 800 000 Algériens, 800 000 colons, ce qui n'est pas mal, hein, ils seront 1 million en 1962. Et ces deux populations vont payer un prix assez lourd, mais pas tout à fait le même quand même, lors de la Première Guerre mondiale. Les colons, le nombre des pertes, c'est 14,5%. Pour les Algériens, eux, c'est 34,2%. Donc évidemment, il y a un prix du sang qui n'est pas tout à fait le même. Compte tenu de ce prix du sang, une partie des élites musulmanes va se rallier à l'idée d'une politique d'assimilation en disant, compte tenu du sang qu'on a versé, la France, en retour, va nous accorder une véritable citoyenneté française avec l'égalité des droits et la suppression du code de l'indigénat à terme. Alors, ces élites musulmanes avaient omis quand même deux questions. D'une part, l'adhésion à la guerre des populations arabes n'a pas été totale. Il y a eu des désertions, 2500. Il y a eu la création à Berlin d'un bureau arabe suscité par Guillaume II contre la France, et par ressentiment contre le colonisateur, bien sûr. Et puis, il y a eu des refus d'incorporation, notamment dans les Aurès en 1916, refus d'incorporation qui sont même allés jusqu'à l'assassinat par les populations locales d'un sous-préfet. Donc, cette politique assimilationniste, d'une part, elle n'a pas eu de réel écho en métropole, et d'autre part, ceux qui l'ont localement soutenue, parmi les populations arabes et berbères, n'avaient pas compris que la masse de cette population était hostile à la colonisation et l'avait manifesté au cours de la guerre. Alors il y a un autre phénomène qui va jouer, c'est qu'une partie de cette population est allée en métropole pour l'industrie de guerre et va découvrir la fraternité ouvrière, on va appeler ça comme ça, et puis la fraternité dans les tranchées. Et évidemment, ça va susciter des réflexions parmi ces personnes. En 1919, je crois, il y a par exemple une manifestation à Alger de 1000 travailleurs arabes le 1er mai qui défilent en disant « Vive Jaurès, vive Lénine ». Bon, ce n'était pas tout à fait l'orientation du gouvernement français à l'époque. Donc, va se créer en 1926 l'Étoile nord-africaine, qui est issue en réalité de l'union intercoloniale du PCF, qui n'était pas encore stalinisée à l'époque,
et qui se transforme en organisation indépendante, à la fois liée au mouvement ouvrier et ayant pour politique tout à fait claire la revendication de l'indépendance de l'Algérie, sans oublier pour autant de demander, par exemple, qu'il y ait une séparation des cultes et de l'État en Algérie. Ce sera dans le programme de l'Étoile nord-africaine. Donc Messali Hadj, sur lequel nous reviendrons un petit peu tout à l'heure, rend public le programme de l'Étoile en 1927 à Bruxelles. Alors le programme est simple, hein, indépendance de l'Algérie, élection d'un parlement algérien au suffrage universel, retour des terres accaparées, 5 millions d'hectares, par les colons au futur État algérien, abolition du code de l'indigénat. Donc les revendications étaient parfaitement claires et parfaitement opposées au colonialisme français. La création de cette étoile nord-africaine aura un écho tout à fait important en Algérie même, puisque en 1927 et en 1929 auront lieu de grandes grèves à Alger et à Arzeu. Ça, c'est du côté, disons, du mouvement ouvrier. Il y a l'étoile nord-africaine qui se constitue sur le terrain de l'indépendance de l'Algérie. Du côté des religieux, c'est pareil. Il y a des revendications qui tendent vers une autonomie ou une indépendance du pays, notamment le mouvement de Ben Badis, hein, qui préfigure celui des oulémas, demande l'enseignement de l'arabe à l'école. Alors avant, pour les Arabes, ils n'allaient pas à l'école, c'était plus simple. Hein. Donc, et dans les écoles françaises, on n'enseignait pas l'arabe. Et puis, là, formellement, ils rejettent l'idée d'une nationalité obtenue contre l'abandon du droit coranique personnel, qui a été toujours la pierre d'achoppement de cette politique assimilationniste. Dernier point peut-être sur cette politique, c'est la marche à l'indépendance qui s'impose en dépit d'un regain de la politique assimilationniste. Lorsque le Front populaire arrive, en 1936, ça soulève un espoir tout à fait important. Il y a la convocation d'un congrès musulman à Alger en 1936, qui, lui, est sur l'axe transitoirement en tout cas, d'une politique permettant l'égalité des droits entre Algériens et Français de métropole. En réalité, le gouvernement de Front populaire va élaborer un projet très limité, le projet Blum-Violette, qui se borne à accorder la nationalité à 25 000 personnes, avec maintien, là pour le coup, c'était l'avancée en quelque sorte, du statut personnel coranique. Mais évidemment, 25 000 personnes, c'est pas grand-chose. Mais malgré ça, le Sénat, le 30 décembre 1936, va faire échouer le projet qui n'entrera jamais en vigueur. Et donc, le congrès musulman se trouve un peu en défaut avec cette histoire, parce qu'il soutenait le Front populaire. Il y avait le PC, la SFIO, les oulémas dans ce congrès musulman. Et là, l'échec du maigre projet Blum-Violette les laisse un peu en difficulté. Et donc, se trouve posée d'emblée la question de l'indépendance de l'Algérie, qui est donc le programme de l'étoile nord-africaine. Ce congrès musulman appelle à une grande réunion publique le 2 août 1936 à Alger. Il y a des milliers de gens qui se rendent à cette réunion, et sans crier gare,
Messali Hadj rentre de métropole et se rend au Congrès musulman. Et là, il va couper l'herbe sous le pied quand même des dirigeants qui essayaient de trouver une solution avec le gouvernement de Front Populaire qui de toute façon n'en voulait pas. Et il prend la parole et il dit « Cette terre n'est pas à vendre ». Et alors, on dit, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, qu'il ramasse une motte de terre et dit voilà, cette terre n'est pas à vendre. Et ça a eu un écho tout à fait important. Passons sur l'Algérie, sur la période de Vichy. Alors Pétain, lui, essaie de trouver une solution, d'associer les élites arabes à la politique de révolution nationale. Bon, de fait, ça ne marche pas. Et donc, on se trouve au moment de la libération. Que s'est-il passé dans les dernières années de la guerre? De Gaulle, à Alger, a refusé un manifeste algérien de 1943 qui avait été défendu par Ferhat Abbas, qui dénonçait le colonialisme sous la pression des masses algériennes. Il accorde, ce que n'avait pas fait Blum, Violette, la nationalité à 65 000 personnes, mais enfin sur 900 000, c'est pas grand-chose. Et ce qui fait que, là encore, c'est la politique d'indépendance qui s'impose. Et le 8 mai 1945, le jour même de la capitulation d'Hitler, des nationalistes algériens favorables à l'indépendance appellent à 2 grandes manifestations à Sétif et Guelma. Alors, effectivement, il y a eu un certain nombre de colons qui ont eu quelques difficultés avec ces manifestations, mais il s'en est suivi un massacre énorme, puisque, d'après les services de renseignement américains, il y aurait eu 20 000 morts parmi les manifestations et la population arabe de Sétif et Guelma, le jour même de la capitulation de l'Allemagne nazie. Alors cela nous conduit à la guerre d'indépendance qui s'ouvre le 1er novembre 1954. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le camp indépendantiste, il y a 3 courants. Il y a un courant dit centraliste, qui se ralliera au FLN. Il y a le courant traditionnel des messalistes qui, eux, veulent combiner lutte politique et lutte armée, et qui pensent que l'heure n'est pas encore venue de passer à la lutte armée, même si Messali a créé une branche armée du MNA. L'étoile nord-africaine va prendre des tas de noms, MNA, PPA, Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, et il organise une branche armée qui s'appelle l'organisation secrète. Mais bon, il n'est pas prêt, il pense que le pays n'est pas prêt à une action armée immédiate, et lui reste convaincu que l'essentiel, c'est de maintenir un lien très fort avec le mouvement ouvrier, puisque lui-même est issu de ce mouvement ouvrier. Le 3e courant, c'est un courant qui dit il faut passer absolument à la lutte armée, et ce sont des personnes qui n'ont pas les mêmes liens, et de très loin, avec le mouvement ouvrier. Alors, ils vont passer à l'action le 1er novembre 1954, et nous allons assister, on ne va pas faire tous les événements, mais je pense qu'il y a 3 types de guerres, au fond, qui se déroulent en parallèle. D'une part, évidemment, il y a la guerre entre la métropole et l'Algérie, qui fera 400 000 morts du côté algérien.
Ce sont des chiffres qui sont avancés. La pratique massive de la torture, hein, qui est une tâche quand même sur le pays issu de la Révolution française, hein, y compris pour des métropolitains. Par exemple, le jeune mathématicien du PC Audin, hein, a disparu, hein, parce qu'il a été torturé, il est mort, et on n'a jamais retrouvé son corps. Bon, là, le président de la République, c'est une parenthèse, a reconnu que la France est responsable de l'assassinat de Maurice Audin. Du côté français, il y a eu 23 000 morts parmi les appelés du contingent, hein, qui ont subi d'ailleurs un allongement de leur service militaire jusqu'à 27 mois, ce qui est quand même très long. Il y a eu les supplétifs harkis, qui étaient du côté des colons, mais qui au moment de l'indépendance ont été, non seulement ont perdu, bien sûr, des soldats au cours des affrontements avec avec le FLN, mais qui au moment en 62, hein, l'armée française a quitté l'Algérie vite fait, les a laissés sur place, et il y a eu 50 ou 60 000 morts, parce que ça a été un carnage quand même tout à fait important. Alors, la deuxième guerre qui a existé, c'est la guerre fratricide entre Algériens. Parce que entre le FLN et le MNA, ça a été une lutte à couteau tiré. Donc il y a un exemple tout à fait emblématique, c'est le village de Melouza, entièrement acquis à Messali, qui a été entièrement massacré par les troupes du FLN. Bon. Et donc là aussi, combien y a-t-il eu de morts de chaque côté, je n'en sais rien, mais c'est tout à fait important. Et puis il y a une troisième guerre, c'est la guerre fratricide entre Français, hein, puisque il y a plusieurs putschs, on en a évoqué un en 58, mais il y a eu une journée des barricades en 60 à Alger contre le gouvernement de Gaulle qui avait dit « je vous ai compris », mais qui avait acté que la France ne pouvait qu'accepter l'indépendance de l'Algérie. Et puis, il y a eu un deuxième putsch en 61. Et dans ces circonstances, il y a un certain nombre d'activistes d'extrême droite et militaires qui ont fondé l'OAS. Hein, on voyait partout OAS sur les murs à Paris ou ailleurs. Là aussi, il y a eu, grosso modo, ils sont responsables de 2000 morts quand même, avec des attentats terroristes. Voilà, donc il y a trois guerres au fond qui se déroulent et qui se combinent pendant cette période du 1er novembre 54 au 19 mars 1962. Donc ça se termine par les accords d'Évian, donc du 19 mars, et puis l'indépendance qui se produit en juillet 1962. Alors, deuxième temps qui me paraît utile d'évoquer, c'est les deux figures, au fond, qui me paraissent importantes dans cette résistance à la colonisation de l'Algérie. D'une part, c'est l'émir Abdelkader, et d'autre part, c'est Messili Hadj dont nous avons parlé. Alors, il y en aurait d'autres. Il y a par exemple Mokrani, qui a été le dirigeant d'une révolte en 1870-71, qui a été déporté en Nouvelle-Calédonie et qui a croisé en Nouvelle-Calédonie Louise Michel. Pour ce qui est d'Abdelkader, donc on l'a vu, c'est un résistant de la première heure à la colonisation française. Hein. Il prend la tête de cette résistance dès 1832, donc il n'a pas attendu très longtemps, et il va imposer quand même un certain nombre de revers à la France, puisqu'il a fallu en 1834-1837 signer des traités avec lui pour se partager au fond les zones d'influence. La zone française le long de la côte
la zone de Abdelkader, c'est le reste du territoire de l'Algérie. Il reprend la lutte en 1939, c'est-à-dire assez vite, et force la France a envoyé un corps expéditionnaire, hein, on l'a vu, tout à fait considérable, qui a un coût important, 100 000 hommes. Et malheureusement, il doit reconnaître sa défaite en 1847. Hein, c'est la fameuse reddition de la Smalda d'Abdelkader. Vous avez d'ailleurs un tableau célèbre, hein, qui comment dirais-je, rappelle cet événement. Donc, à la suite de cette défaite, bien sûr, la France va poursuivre la colonisation totale de l'Algérie. Abdelkader va être exilé en France, assigné à résidence, notamment à Amboise, hein, pendant 4 ans. On lui avait promis, au moment de la reddition, de le transporter directement en Turquie, enfin dans ces coins-là. Et en réalité, il sera prisonnier en France, qui a renié sa parole, hein, d'une certaine façon. Néanmoins, il y a des Français qui l'ont tout à fait, qui lui ont rendu hommage, hein. Par exemple, Hugo dans Les Châtiments, voilà ce qu'il dit de lui. Lui, le sultan, j'ai du mal à me relire. Le sultan né sous les palmes, le compagnon des lions roux, le hadji farouche aux yeux calmes, l'émir pensif, féroce et doux. C'est dans Les Châtiments. Voilà. Et il va entreprendre une seconde vie en Orient quand il va être libéré par Napoléon III. Et il va se rendre d'abord en Turquie, puis ensuite à Damas, où il va se distinguer par un événement tout à fait important. C'est qu'il y a eu un mouvement tendant à éradiquer la population chrétienne de Damas. Et Abdelkader va défendre les chrétiens, lui qui était essentiellement un religieux soufi. C'était le fond de son engagement spirituel, dirons. Messali Hadj, d'une certaine manière, lui ressemble sur ce plan-là, puisque Messali était lui-même issu d'une confrérie soufie, les Derkawa, qui, de père en fils, ils étaient dans cette confrérie soufie. Donc il est né en 1898, hein, et Habib Bourguiba dira de lui: l'histoire retiendra que tu as été le père du nationalisme algérien. Bon, venant du père du nationalisme tunisien, c'est quand même un bel hommage. Longtemps, on a perdu la trace. Bon, on ne parlait plus de Messali Hadj. Hein, après l'indépendance, seul le FLN avait existé. Une partie de la gauche française s'était rangée sans vision critique derrière le FLN. Hein. Pensez à Sartre ou à Janson. Et finalement, il va revenir un peu dans notre mémoire quand Benjamin Stora publie sa biographie en 1982. Voilà, alors bon, ce que je vous en ai dit, c'est qu'effectivement, lui est d'abord un immigré qui a exercé dans les usines et qui a connu le mouvement ouvrier en France. Il a adhéré au PC dans les années 20 et il a été à la CGTU également dans les années 20. Donc il a un profil d'indépendantiste un peu différent de Boumedienne ou d'autres.
Donc dès 1926, il adhère à l'Étoile nord-africaine, hein, dont on a parlé, et il en devient très vite le dirigeant et l'idéologue, entre guillemets, parce que c'est lui qui énonce à Bruxelles le programme de l'ENA. Donc voilà, je pense que si on a dit ça, on a dit pas mal de choses sur Messalit, mais je pense que ces deux figures sont tout à fait importantes à retenir, hein, quand on parle de l'Algérie. Alors on va aborder deux séries de questions finales. Les unes ont trait à la situation, au fond, de l'Algérie postérieure à l'indépendance, et les questions mémorielles qui sont tout à fait importantes. Alors pour ce qui est de l'Algérie d'après l'indépendance, au fond, on a assisté, alors c'est sur le moment, c'était pas aussi net, mais avec le recul, évidemment, c'est plus simple. On a assisté à la confiscation, disons-le, par un clan politique et l'armée, qui était issu de l'armée de libération nationale, qui était liée au FLN, la confiscation et du pouvoir et des richesses du pays devenu indépendant. Cela dit, le nouveau régime a quand même opéré un certain nombre, sur le plan économique, a pris sur le plan économique un certain nombre de mesures qui aujourd'hui encore méritent d'être défendues. En 1971, il va y avoir la nationalisation des hydrocarbures. Il y a eu une tentative de réforme agraire plus ou moins réussie dans les années 62-65. Mais évidemment, on voit bien que le problème, c'est le clan politique qui a fait main basse sur l'Algérie. Et qui, par exemple, au tout début, vous avez deux clans. Vous avez le clan Ben Bella Boumedienne, ils sont alliés, face à Boudiaf Belkacem. Bon. Finalement, Boumedienne va lâcher Ben Bella en 65. Il fait faire un coup d'État et c'est lui qui instaure le parti unique. Hein, c'est-à-dire on interdit le parti communiste algérien, c'est fini. Le Front des forces socialistes, je ne sais pas si vous vous souvenez, d'Aït Ahmed a été interdit également, hein, qui était au fond une formation en plus qui était liée aux populations berbères. Bon, alors Boumedienne va poursuivre, hein, va tenter de poursuivre une révolution industrielle, agraire, culturelle, mais évidemment d'une matière assez bureaucratique. Il essaie de mettre en place un État laïque et il y aura un retour de bâton plus tard, puis il essaie d'instaurer une planification, mais bon, comme dans d'autres, sous d'autres cieux, une planification qui sera extrêmement bureaucratique et qui entraînera notamment des pénuries, des problèmes de distribution, etc. Dans les années 80, il y a un homme qui surgit, c'est Chadli Benjedid, hein, et qui lui prend le contre-pied de Boumedienne, puisqu'il tente la libéralisation de l'économie. Alors ça s'inscrit dans un contexte international, souvenez-vous, qui est marqué par le reaganisme, le thatcherisme, les libéraux, les économistes libéraux, monétaristes. Et donc, cette libéralisation de l'économie va se combiner avec un retour au conservatisme, notamment sur le plan familial et religieux,
C'est là qu'on crée le code de la famille, qui n'est pas un code très progressiste, on peut dire ça comme ça, et qui sera contesté par les féministes algériennes, et notamment Louisa Hanoun sera une des figures. Elle est toujours une figure de la politique algérienne, mais là, elle vient de sortir un communiqué sur Israël, et j'ai remarqué, c'est une aparté, hein, elle ne dit pas l'État d'Israël, elle dit l'entité. L'entité sioniste. Bon, on sent que qu'il y a quelque chose qui n'est pas passé là en Palestine. C'est une parenthèse. Voilà. Donc cette libéralisation va finalement, elle devait être la panacée pour retrouver une économie prospère. C'est exactement le contraire qui va se produire, et on va aboutir à cette fracture énorme dans la société algérienne qui va donner une guerre civile de 10 ans, hein, à partir de 80. Hein, le fils sert pour les Algériens sur le plan électoral d'opposition au régime du FLN. Il gagne les élections, mais le FLN et l'armée disent bon, les élections, ça se fait dessus. Donc guerre civile pendant 10 ans, avec, on ne sait pas tout, hein, parce qu'il est probable que les services secrets militaires algériens ont monté des opérations attribuées au fils pour faire croire que c'était une terreur généralisée. Donc je pense qu'il y aurait encore beaucoup à découvrir sur cette période. Quand la guerre civile cesse, il y a un vieux cheval de retour qui arrive, c'est Bouteflika, qui va être là pendant 20 ans, jusqu'en 2019, y compris, il était gaga, hein, il avait eu un AVC, il était dans un fauteuil, mais bon, il incarnait au fond toute la bureaucratie du FLN et de l'armée qui tient l'Algérie depuis l'indépendance. Et donc, cette période, là aussi, va déboucher sur comment dirais-je, les manifestations, hein, qui ont duré, qui ont été très puissantes en Algérie, le Irak, et qui aboutissent quand même au renvoi de Bouteflika. Bon, et c'est Tebboune qui a pris la suite. Tebboune, c'est un cacique issu du FLN, hein, faut pas rêver. Donc, bilan, l'Algérie est confrontée à des problèmes démographiques. La moitié de la population a moins de 20 ans. Or, ça, c'est un sujet que les gouvernements successifs n'ont pas vraiment pris en charge. Il y a un chômage endémique tout à fait important en Algérie. Il y a des problèmes de logement tout à fait considérables. Donc, alors que bon, le pays possède un certain nombre de richesses qui devraient permettre un développement plus substantiel. Deuxième type de questions à aborder un peu en conclusion, les questions mémorielles entre la France et l'Algérie. Alors d'abord, évidemment, c'est une question difficile parce que le contentieux, le passif entre la France coloniale et l'Algérie est très lourd. Très lourd. Le nombre d'Algériens morts, on compte ceux de la guerre, mais il y a tous ceux qui sont morts avant, tout ce qu'on leur a promis qui ne leur a pas été accordé. Et puis l'humiliation quand même pendant 130 ans d'une population civile qui a subi la présence de l'occupant français. Donc il y a un fleuve de sang qui, au fond, sépare les deux pays, et donc les
questions mémorielles sont assez difficiles à résoudre. Alors, pour ce qui est de en France même, donc, il y a 3 dates maintenant qui se dégagent pour honorer, en quelque sorte, les indépendantistes algériens. Il y a d'abord la date assez ancienne maintenant, du 17 octobre 1961, oui, où des militants FLN qui habitaient les bidonvilles, hein, à Nanterre, là, pas loin de chez moi, il y avait des tas de bidonvilles. Ils habitaient là, et donc ils se sont rassemblés dans Paris, sans armes, rien que pour dire indépendance de l'Algérie. Officiellement, il y a très peu de morts, mais en réalité, il y a eu 200 morts d'après Einaudi. On a jeté des gens vivants dans la Seine. On a retrouvé des corps à Mantes-la-Jolie, etc. Donc ça, c'est bon, c'est une tâche énorme. Alors, sur la France. Alors, à l'époque, il faut se souvenir qu'on avait un spécialiste. Le préfet de police s'appelait Maurice Papon. Donc, il avait déjà fait ses gammes, si je puis dire, à Bordeaux, dans les années 40. Et donc, ça a été un massacre tout à fait horrible. Ça, c'est la première date dont il faut s'emparer, dont la libre pensée s'empare avec d'autres. Hein, je pense que c'est la Ligue des droits de l'homme qui a commencé alors, il y a un collectif du 17 octobre 61 auquel on participe. Il y a une autre date qui est apparue plus récemment, qui est celle du 14 juillet 1953. Alors, depuis 1935, à la veille du Front populaire, une tradition s'était installée dans la gauche française, c'était de convoquer une manifestation le 14 juillet, une manifestation pour le progrès, pour la démocratie, et tout ça, le 14 juillet. Alors ça avait un petit côté patriotique, hein, c'était quand même assez influencé par le PC, qui avait abandonné la lutte de classe pour la défense de la patrie. Hein. Mais enfin, c'était une journée progressiste quand même. Et le 14 juillet 1950, alors bien sûr, il y a les 4 ans de la période d'occupation, où là, il n'y a pas de manifestation, mais ça reprend en 45-46, et en 53, il y a une grande manifestation, où il y a le PC, la CGT, et le MNA de Messali Hadj, qui n'était pas encore éclaté, parce qu'on était en 53, l'éclatement c'est le 1er novembre 1954. Et là, un cortège très nombreux, très discipliné, des militants du MNA avec des drapeaux algériens demandant l'indépendance. La manifestation se déroule et à la Nation, la police charge, tire avec des balles réelles, 6 morts, enfin 7 morts. Un militant du PCF. Par ailleurs, je crois qu'il était trésorier de la CGT du 18e, enfin de l'ULCGT du 18e. Et puis, alors lui, c'était le plus âgé d'ailleurs, et puis 6 militants algériens qui sont morts ce jour-là. Pendant des années, on a totalement oublié cet événement. Et très récemment, il y a 2-3 ans, un collectif s'est constitué dans lequel on est présent pour commémorer cette date et pour rendre hommage aux 6 militants algériens, notamment, qui ont été abattus ce jour-là. Donc ça aboutit quand même à l'installation d'une plaque place de la Nation, et puis tous les ans, le 13 juillet, 14 juillet, il y a un rassemblement
il y a 100 personnes. Hein. Il y a des gens venant d'Algérie ou qui envoient des messages d'Algérie parce que, bien sûr, ce sont ceux qui sont morts ou encore des descendants. Hein. Et donc la mairie de Paris a tout à fait joué le jeu là, sur ce coup-là. Donc le 14 juillet 53, on va aussi à ce rassemblement. Et puis dernière en date, je crois qu'on était ensemble, il y a rue La Gouatte, dans le 18e, un rassemblement. Alors ça c'est l'ironie de l'histoire, parce que cette rue La Gouatte a été baptisée comme telle en 1864, en l'honneur des militaires français du contingent du corps expéditionnaire en Algérie. Vous avez vu, comment dire, ils n'hésitaient pas hein, sur les méthodes à employer. Et donc, on honore ce corps expéditionnaire en mettant en avant le fait d'avoir assassiné entièrement la population d'une petite ville où il y avait 3000 habitants. Hein, donc on a une rue Mais ça s'est retourné et maintenant on dit c'est une rue qu'on doit considérer comme rendant hommage aux 3000 victimes. Et donc, alors je crois je ne sais pas s'il est encore au PC, mais c'est un historien qui était au PC, ça, je suis à peu près sûr, Pierre Mansat, qui a lancé ce truc-là avec un de ses copains algériens. Et ça a bien avancé, puisque là encore, la mairie de Paris est venue. On a inauguré une plaque il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc il y a des dates mémorielles comme ça dont on peut s'emparer pour rappeler que la colonisation française a été terrible et qu'elle a, dès le départ, été rejetée par les populations algériennes, arabes et berbères. Donc ça, alors par ailleurs, il y a, vous savez, pas mal d'endroits où il y a des places du 18 mars 1962, les accords d'Évian. Bon, moi j'habite une ville des Hauts-de-Seine qui a été longtemps dirigée par un maire communiste. Donc là, il y a une place, 19 mars 1962. Par ailleurs, donc Macron a voulu saisir les questions mémorielles à bras-le-corps. Tu rappelais au début qu'il avait dit que la colonisation a été un crime contre l'humanité. Alors je pense c'est pareil, il fait jamais trop attention au vocabulaire. Et puis il a beaucoup rétropédalé quand même, parce que bon, il a reconnu que Maurice Audin avait été torturé et tué par l'armée française. Bon, ça, il l'a reconnu. Mais disons que maintenant, on est on est à contre-courant, puisque en reconnaissant le caractère marocain du Sahara, il a aggravé les relations avec l'Algérie dans une proportion inimaginable. C'est-à-dire qu'on est au bord de la rupture des relations diplomatiques. Hein. Alors on me disait, moi je ne l'ai pas lu, mais qu'il y a eu une interview de Tebboune dans l'opinion qui est tout à fait sévère pour Macron, et à juste titre, semble-t-il. Macron disant, mais moi je mise sur le Maroc parce que maintenant c'est comment dirais-je, le point d'appui pour renouer des relations avec des pays subsahariens. Évidemment, on s'est fait... Bon, colonisateur, néocolonisateur, là, bon, les Africains disent, il y en a marre, dehors les Français, donc Mali, Niger, Tchad, enfin bon, Sénégal. Donc là, évidemment, on n'a plus aucune bille. Hein.
Donc, il essaie de trouver un substitut, mais ça a des effets tout à fait négatifs. Alors, ça met un peu en difficulté ce qu'avait préconisé Stora, puisque Macron avait demandé à Benjamin Stora de lui remettre un rapport sur la manière d'améliorer les relations franco-algériennes. Et Stora a fait... Moi, j'ai lu le truc de Stora qui est remarquable. Et lui, il dit, bon, on va pas tout régler d'un coup. On va pas s'embrasser tout de suite. Mais on peut faire une politique des petits pas. Et sur des questions tout à fait particulières, on peut progresser et petit à petit, on va renouer des relations plus fraternelles, disons, entre les deux pays. Alors, moi, je pense que les relations fraternelles, elles existent entre les populations françaises et algériennes, je crois. Pas toute la population, mais quand même nombre de... D'abord parce qu'il y a pas mal de personnes d'origine algérienne qui sont nos voisins de palier ou qu'on rencontre au travail et tout ça. Et donc, de fait, on n'a pas de raison de dire du mal de ces gens-là. Et donc, il disait, il y a des questions tout à fait pratiques. Par exemple, la question des cimetières, comment on fait pour... parce que c'est des questions importantes, hein, d'avoir accès aux morts, si je puis dire. La question des archives. Et puis, il avait avancé une idée tout à fait intéressante, qui était de mettre en place une commission d'historiens français et algériens pour travailler sur la guerre d'Algérie, la colonisation, avec un double regard. Et ça me paraît tout à fait... parce que au moins, s'il y a des points de consensus entre historiens sur les questions, sur le déroulement des événements, bon... Quand même, ça fait progresser les choses. J'ai bien peur que ce qu'a fait M. Macron au Maroc ne mette tout ça quand même assez en difficulté. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce soir.